Lundi septembre 1997. Ce matin-là s'annonçait comme tous les autres pour le gardien de prison Pierre Rondeau, affecté depuis quelques années au transport de prisonniers. À 5h45, il quitte le palais de justice de Montréal pour se rendre au centre de détention de Rivière-des-Prairies à bord de son fourgon cellulaire. Faire des gardiens de prison, c'est sûr que c'était pour mettre de la pression. Moi, ma job à moi, ils me disent de tuer du monde. Je tue du monde, là. Pourtant, dans quelques minutes, son destin avait basculé, car il avait rendez-vous avec la mort. Une mort tragique qui aurait pu être évitée. Pierre Rondeau s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Sa mort résulte directement de la guerre sanglante qui opposait les Hells Angels et les Rock Machines pour le contrôle du trafic de la drogue à Montréal. En 1997, on est en plein milieu de la guerre des moteurs. Ça fait déjà 3 ans que ça sévit et les moteurs s'assassinent littéralement en toute impunité sur le territoire, non seulement de Montréal, mais de Québec aussi. Alors, ils ont vraiment l'immunité. Les Hells Angels ont pris le contrôle. Alors, c'est extrêmement violent, le climat qui règne, surtout à Montréal. La guerre des motards a fait une autre victime, la 3e cette semaine au Québec. Derrière ça, il y avait Maurice Boucher et les Nomades. Maurice Boucher était à la tête aussi des Rockers de Montréal. Il était le parrain des Rockers de Montréal, qui était le clan guerrier des Hells Angels. Et eux autres avaient comme mission de tabasser les gens dans les bars pour prendre le contrôle du trafic de drogue dans certains secteurs de la ville et repérer et de tuer les Rock Machines. Pour les policiers, le seul moyen efficace pour contrer toute cette violence est de recruter des délateurs dans les rangs même des motards. Mais Maurice Mom Boucher, le chef des Hells Angels, va mettre au point un plan diabolique pour empêcher une fois pour toutes ces hommes de devenir délateurs. Un plan dont Pierre Rondeau fera cruellement les frais. Mom Boucher voulait, disons, enrayer la vague de délation en faisant assassiner des gardiens de prison parce que, en faisant assassiner des gardiens de prison, Boucher pensait que le gouvernement, le militaire public, jamais n'accepterait de négocier des sentences réduites pour les tueurs de gardiens de prison. Il y avait vraiment des idées de grandeur, Maurice Boucher, et il voulait s'attaquer au système. Et le système, ça passait évidemment par les autorités carcérales, les policiers, le système judiciaire, mais sa première cible, ça a été des gardiens de prison. Et c'est comme ça qu'il a présenté ça. On va faire des screws. M. Boucher m'a dit, on a fait faire ça pour plus qu'il y ait de délateurs alentour de nous autres. Parce que celui qui parle, il va pogner 25 ans. Fait qu'en nous faisant tuer du monde, des gardiens de prison, ils s'assuraient notre silence en disant qu'il y en aurait plus là, qui pourraient tomber avec des sentences réduites. Fait que c'était l'idée là, de ça là. Ces meurtres, en plus d'empêcher la délation, permettaient aux motards de gravir très rapidement les échelons de l'organisation. Trois motards vont se plier aux ordres de Maurice Mom Boucher. Ce sont les Hells Angels André Tousignan et Paul Fontaine, ainsi que Stéphane Gagné, membre du club école des Rockers. Stéphane Gagné, il aurait fait n'importe quoi pour monter. Il est sorti de prison au début de l'année 97, le février 97, et tout de suite, il a été dirigé vers les Hells Angels. À cette époque-là, c'est eux qui avaient le haut du pavé vraiment dans la vente de stupéfiants, et c'est eux qui, à force d'événements violents, ont fini par gagner la plus grande partie du territoire. Moi, j'étais un striker dans l'organisation, puis je vais avoir mes patchs, puis je veux devenir un Hells Angels, fait que je fais qu'est-ce que j'ai à faire, puis je le fais le plus vite possible. En mai 1997, les trois motards décident de passer à l'action. Il leur faut d'abord repérer des gardiens à abattre. Paul Fontaine décide de faire équipe avec Stéphane Gagné. André Tousignan, de son côté, agira seul. Gagné commence aussitôt à faire du repérage autour de la prison de Rivière-des-Prairies. Je
laisse mon truck sur Saint-Jean-Baptiste parce que j'ai une de mes tantes qui reste là. Fait qu'après ça, je monte à pied, je monte à la prison, puis il y a une voie ferrée, la voie ferrée Maurice-Duplessis, puis juste l'autre bord, il y a une petite clôture. Fait que je saute par-dessus la clôture, puis là, c'est un boisé. À partir de là, ben, je peux voir la prison. Dès le premier jour, il découvre une cible potentielle. Fait que là, moi, j'ai dit ça à Paul, qu'il y avait un gars qui passait sa voie ferrée, puis il était à pied. Fait que Paul a dit, ça va être facile, on va faire lui. Durant 2 jours, Gagné retourne épier sa proie pour bien choisir l'endroit où aura lieu l'attentat. Mais au moment de passer à l'action, un doute le saisit. Le gars, il était toujours habillé en blanc. Les gardes s'habillent pas en blanc. Ceux qui sont habillés en blanc, c'est des économes. C'est ceux qui font la bouffe à l'intérieur des murs. Les ordres de Mom Boucher étaient clairs. Il fallait absolument s'en prendre à des gardiens de prison. Les 2 hommes annulent alors l'opération, mais à regret, car l'occasion était parfaite. Sans le savoir, un homme venait d'échapper à la mort. Après ça, j'ai changé de place pour me rapprocher du stationnement, plus vers le nord. Il y a des gros pions électriques avec de l'herbe à peu près haute de même. Là. Fait que moi, je rentrais dans l'herbe, puis je rampais, puis je me rapprochais assez proche du stationnement. Un homme attire rapidement son attention. Là, j'ai constaté qu'il y en avait un qui sortait tout le temps avec une valise un peu plus de bonheur que les autres. Fait que j'avais dit ça à Paul. Lui, ça doit être un haut placé. Parce qu'il sortait un peu avant, puis il avait tout le temps la même valise dans les mains. Parce que le changement de chiffre, il sort tout en même temps, puis lui, il sortait comme un 10-15 minutes avant. Ayant remarqué que l'homme quitte toujours l'établissement au volant de sa voiture, il expose son plan à Paul Fontaine. Rendu sur Henri Bourassa, il faut que tu tournes soit à gauche, soit à droite. Il y avait une cabine d'autobus sur le coin, puis il y avait un piton pour changer la lumière. Fait que Paul avait dit, on va le faire là. Toi, tu vas m'attendre sur Henri Bourassa avec le truck. Fait que lui, il aurait pesé sur le piton, il aurait ouvert le feu, il aurait rembarqué dans le truck, puis on serait poussé. Aux yeux des 2 motards, ce plan ne comporte aucune faille et il est vite adopté. Mais en faisant un dernier tour de reconnaissance des lieux, Stéphane Gagné remarque soudainement que des caméras de surveillance risquent de capter toute la scène. Ne voulant prendre aucun risque, les 2 complices laissent tout tomber encore une fois. Un 2e homme venait à son tour de l'échapper belle. Pendant que Fontaine et Gagné rôdent autour de la prison de Rivière-des-Prairies, André Tousignan, le 3e motard, a plutôt choisi de surveiller les gardiens de la prison de Bordeaux. Depuis quelques jours, il a noté toutes leurs allées et venues et il est maintenant prêt à passer à l'attaque. Son plan est simple. Prendre en chasse un gardien de prison à 2 sur une moto, attendre qu'il s'engage sur l'autoroute 15, l'abattre, foncer jusqu'à Laval, sauter dans une voiture de fuite et disparaître dans la nature. Tousignan demande alors à Paul Fontaine d'être son complice, mais ce dernier refuse. Paul, il voulait pas faire ça en bicycle parce qu'il trouvait ça trop audacieux, trop risqué. Il préférait faire ça à pied, caché près d'un stop. Tousignan se tourne alors vers Stéphane Gagné, qui accepte sans broncher. Le matin de l'opération, les 2 hommes enfourchent la moto qui a été volée quelques jours auparavant. Mais ils se rendent compte après quelques minutes que quelque chose cloche avec l'embrayage. Comme il serait catastrophique que la moto flanche en plein milieu de l'opération, ils n'ont d'autre choix que de tout laisser tomber, le temps que la moto soit réparée. Un 3e homme venait à son tour d'échapper à la mort. Pour les 2 motards, ce n'était que partie remise. Quelques jours plus tard, ils parvenaient à leur fin, provoquant colère et stupéfaction au sein des forces de l'ordre. Mais le hasard, cette fois, frappera une femme. Maurice Mom Boucher, le chef des Hells Angels, a ordonné à ses hommes d'aller tuer des gardiens de prison parce qu'il veut à tout prix les empêcher de devenir délateurs. 26 juin 1997. Leur moto étant réparée, Stéphane Gagné et André Tousignan relancent l'opération. Cet après-midi-là,
Ils stationnent leur moto aux alentours de la prison de Bordeaux et attendent patiemment qu'une occasion se présente. À la fin de la journée, la gardienne de prison Diane Lavigne termine son quart de travail. Toujours en uniforme, elle prend sa fourgonnette pour rentrer chez elle. Aussitôt, la moto conduite par Tousignan, avec Gagné assis à l'arrière, se lance à sa poursuite. Arrivée aux abords de l'autoroute 15, la fourgonnette emprunte la bretelle d'accès en direction de Laval. Là, rendu sur l'autoroute, tout tu m'as fait signe. T'es-tu prête? J'ai checké s'il y avait de la police. C'était beau. J'ai donné la claque. J'ai sorti le revolver. Quand il est arrivé à hauteur de la vitre, je me suis mis à tirer, là. J'ai déclenché, puis après ça, j'ai tombé le morceau sur l'autoroute. Après avoir commis leur crime, André Tousignan et Stéphane Gagné se dirigent vers un dépotoir de Rivière-des-Prairies pour se débarrasser de leurs survêtements. Aussi, on a été s'acheter un kit, là. Un kit, c'est des pantalons de jogging, des running shoes, puis un autre coat pour se mettre sur le dos, là. Parce que quand tu tues quelqu'un, t'as de la poudre. Fait qu'après ça, tu te débarrasses de toutes ces affaires-là, puis t'es fait brûler, là. Sur place, ils brûlent les vêtements et les casques qu'ils portaient lors de l'attentat. Pour les deux hommes, l'opération est un succès sur toute la ligne. Le lendemain matin, Fontaine et Gagné ont rendez-vous avec Maurice Momboucher. C'est Paul Fontaine qui vient me chercher chez nous. Fait qu'on est parti de Saint-Hubert pour monter à Montréal. Puis, rendu à Montréal, on s'est rendu sur la rue Bennett. Là, moi, j'ai dit à la bande, j'ai dit, moi pis tout, c'est fait. Puis, ça a passé à la radio. Diane Lavigne, 42 ans, une gardienne de la prison de Bordeaux. La femme a été atteinte de plusieurs coups de feu tirés par une voiture qui doublait la sienne comme elle roulait sur l'autoroute des Laurentides en direction moi pis tout, on s'est donné un coup d'épaule avec un sourire. Elle vient de terminer son quart de travail. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils apprennent que la personne sur laquelle Gagné a tiré n'était pas un homme, mais bien Diane Lavigne, une femme de 42 ans, mère de 2 enfants. L'inquiétude s'empare alors de Stéphane Gagné, parce que jamais il n'avait été question de tuer une femme. Momboucher fait alors signe à Gagné et Tousignan de le suivre dans la ruelle pour s'assurer que personne ne puisse capter leur conversation. On parle jamais au cellulaire, on parle jamais dans nos véhicules ni dans nos maisons. Quand on veut se parler, on enlève nos pagettes puis nos téléphones. Bon, on va jaser dans une ruelle. On prend une petite marche. Le chef des motards s'adresse alors à Stéphane Gagné. Mom, il me dit, c'est beau mon godasse, c'est pas grave s'il y avait des totons, puis il fait le signe de même, là. Mais faut pas que tu parles de 100 personnes, parce que celui qui parle de ça, il va pogner 25 ans. Si la peine de mort existerait, ben, tu te ferais prendre pour ça. Au Québec, c'est la consternation. Personne n'arrive à s'expliquer la mort de Diane Lavigne. La police était tellement dans le noir à la suite du meurtre de la gardienne Diane Lavigne que la Sûreté du Québec a offert une récompense de 100 000 $. Et c'était dans l'histoire contemporaine de la police, c'était une première. En cette fin de juin 1997, André Tousignan et Stéphane Gagné ont toutes les raisons d'être fiers d'eux. Leur mission est accomplie et la police n'a aucune piste pour les relier à ce meurtre crapuleux. Pendant que la police recherchait toujours le mobile et même les suspects dans l'assassinat de Diane Lavigne, André Tousignan et Stéphane Gagné ont obtenu des promotions au sein des Hells Angels. Tousignan est devenu un prospect nomade, alors que Stéphane Gagné, lui, a obtenu ses couleurs comme striker des Rockers de Montréal, le club école des Hells Angels. Mais Paul Fontaine, le 3e motard, est furieux. Il en veut à Stéphane Gagné d'avoir réussi à tuer un gardien de prison avant lui. Paul, il me dit, j'ai vu Mom, j'aurais peut-être pas mes patchs parce que ma job est pas faite. Là, j'ai répondu, tout ça l'a demandé d'y aller. C'est toi qui m'as demandé d'y aller à ta place. Puis là, t'es fâché contre moi. C'est Maurice Boucher lui-même qui va calmer le jeu, en obligeant les deux hommes à se réconcilier et à continuer de faire équipe ensemble pour abattre un autre gardien de prison.
Même si Paul Fontaine n'a pas participé au meurtre de Diane Lavigne, Maurice Boucher a quand même décidé de lui remettre ses patchs de Prospect Hells Angels nomades, tout comme il avait fait avec André Tousignan. Il fallait que Fontaine en commette un aussi, un meurtre. Et Fontaine tardait. Il trouvait toujours un prétexte, il faisait autre chose. Et Maurice Boucher insistait beaucoup auprès de Fontaine pour que lui aussi en commette un. Il était comme en dette avec Maurice Boucher, donc ils ont décidé de faire un autre gardien de prison pour, encore une fois, déstabiliser le système et s'assurer le silence de ces hommes. Stéphane Gagné reprend donc son guet autour de la prison de Rivière-des-Prairies à la recherche de la proie idéale pour Paul Fontaine. Mais la guerre des motards qui fait toujours rage viendra brusquement contrecarrer leur plan, les obligeant à remettre encore une fois leur attaque contre un autre gardien de prison. Pour empêcher ces hommes d'être recrutés comme délateurs par la police, le chef des Hells Angels, Maurice Boucher, leur a donné l'ordre de tuer des gardiens de prison. Si André Tousignan et Stéphane Gagné ont accompli leur tâche en abattant la gardienne Diane Lavigne, Paul Fontaine, lui, tarde encore à s'exécuter. Le 1er juillet, Stéphane Gagné se rend en moto près de la prison de Rivière-des-Prairies pour y reprendre sa surveillance. Mais il tombe soudainement dans une embuscade tendue par les Rock Machine, les ennemis jurés des Hells Angels. Sérieusement blessé, il est hospitalisé durant plusieurs jours, protégé par des Hells Angels qui se relaient à son chevet 24 heures sur 24. Ce n'est que 2 mois plus tard, en août 1997, qu'il est assez rétabli pour refaire équipe avec Paul Fontaine. Un jour que les deux hommes rôdent autour de la prison de Rivière-des-Prairies, Stéphane Gagné reconnaît soudainement un gardien de prison qui passe en voiture. À un moment donné, on a croisé un Ford Tempo rouge. Puis là, j'ai dit à Paul, hey, je suis sûr que c'est un gardien. Ben, il n'y avait pas d'habit sur le dos. Mais j'ai dit, je te le dis que c'en est un parce que je l'avais déjà vu. J'avais fait du temps à Partenay. Fait que c'était un gardien de Partenay qui était rendu, qui travaillait à Rivière-des-Prairies. Fontaine et Gagné décident alors d'attaquer le gardien de la Tempo rouge sur le boulevard Gouin, près d'une piste cyclable. Leur plan, comme toujours, est simple. L'idée est de l'abattre au coin d'une rue lorsqu'il fera son arrêt, de s'enfuir en fourgonnette et de l'incendier près de la piste à l'abri des regards. Ensuite, il ne leur restera plus qu'à se sauver à bord de leur voiture de fuite. Stéphane Gagné va d'abord stationner leur véhicule de fuite à quelques kilomètres de l'endroit où le crime sera commis. Maintenant, il ne reste qu'à préparer le véhicule qu'ils utiliseront pendant le meurtre. Ils disposent déjà d'une fourgonnette Dodge Caravan volée. C'était facile, voler une caravane. T'en regardes, puis elle part tout seul. Ensuite, Stéphane Gagné se rend sur la rue Loche, à Saint-Hubert, dans un garage qui appartient aux Hells Angels où se trouve la fourgonnette. Il commence d'abord par la laver de fond en comble pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'empreinte. Puis, pour déjouer les policiers, il décide de fabriquer une fausse plaque d'immatriculation. Dans la rue, il trouve une Dodge Caravan de la même année et de la même couleur. Il lui vole sa plaque pour en faire une copie. Une fois l'opération terminée, Stéphane Gagné retourne remettre la plaque sur la caravane stationnée dans la rue. Comme ça, si la police nous suit pendant qu'on a des armes, puis toutes sortes d'affaires dans le char, puis qu'ils pitonnent la plaque dans leur machine, ils pensent que c'est la bonne plaque avec le bon véhicule. Ils voient pas que c'est un truck volé. Tout est maintenant prêt. Les deux hommes prennent place dans la Dodge Caravan et se mettent en route. Mais Paul Fontaine est inquiet. Fontaine, ça ne tentait pas du tout de faire ce meurtre-là, parce qu'il avait déjà dit, ils nous ont rien fait, les gardiens de prison. Moi, je veux bien en prendre pour 25 ans pour tuer des Rock Machine, qui étaient leurs rivaux, leurs ennemis. Mais prendre une vie en prison pour tuer des gardiens de prison, il trouvait pas que que ça valait le coup. Là, Paul, il dit qu'il se sent pas bien, que le getaway, il est pas beau, puis tout. Là, j'ai dit, ouais, mais faut qu'on le fasse.
Il me dit, ben oui, il faut qu'on le fasse. Je le sais, je suis pas prêt à pogner 25 ans pour des gardiens de prison qui nous a rien fait. Ce jour-là, un autre gardien de prison venait d'échapper à la mort. Mais ce n'était que partie remise, car Maurice Boucher est de plus en plus impatient et exige que son ordre de tuer soit suivi. Ils ont projeté de faire ce meurtre-là à plusieurs reprises, Stéphane Gagné et Paul Fontaine. Ça a été reporté au moins 3 fois, jusqu'à ce qu'un jour, Normand Robitaille, qui est un autre Hells, leur propose un endroit, là, justement, en disant « Il y en a un gardien de prison qui passe toujours sur cette rue-là, allez-y, allez-y ». L'endroit proposé par le Hells Angel Normand Robitaille est situé sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. Le 5 septembre, les 2 motards se lèvent à l'aube, puisque les gardiens passent très tôt avec leur fourgon cellulaire pour se rendre à la prison de Rivière-des-Prairies. Ils se sont donné rendez-vous dans leur garage de la rue Loche, à Saint-Hubert. Fait que là, on ramasse une poche avec des armes, puis notre kit dedans, puis on s'en va. Les 2 hommes se dirigent ensuite vers Pointe-aux-Trembles. Fait que là, on en revient avec le Dodge Caravane vert, puis on attend sur le coin de Saint-Jean-Baptiste. Fait que moi, je suis dans le truck, puis Paul Fontaine, il est dans une cabine d'autobus. Puis il y a une voie ferrée, puis il y a un stop. Fait que là, ils sont obligés de faire le stop là. Fait que là, j'aurais coupé le chemin à l'autobus, qui est obligé de faire un stop. Fait que j'aurais empêché qu'il passe. Paul Fontaine aurait tiré, rembarqué dans le truck, puis on serait poussé. Fontaine et Gagné prennent alors position et attendent qu'un fourgon se présente. Donc, on parle de 3, 4 ou 5 autobus là, qui doivent faire l'aller-retour entre le palais de justice et le centre de détention de Rivière-des-Prairies. Et ça, c'est quotidien, 5 jours par semaine. Même le samedi, il y en a aussi. Mais ce matin-là, tout ne se passe pas comme prévu. Le fourgon cellulaire qui avançait dans leur direction tourne soudainement sur une autre rue. Fait que là, moi, je le vois passer dans mon miroir. Fait que j'avance le truck, puis je m'en vais au stop. J'attendais qu'il monte sur Saint-Jean-Baptiste, mais il montait pas sur Saint-Jean-Baptiste. Fait que là, Paul me fait signe. Qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Je fais signe, ben, il a passé. Fait que là, il vient me voir. Ben non, il a pas passé. Tout est donc encore à recommencer. Or, ce que les 2 motards ignoraient, c'est qu'il y avait en fait 2 fourgons cellulaires qui se rendaient en même temps au centre de détention de Rivière-des-Prairies. Ils partent du palais de justice de Montréal, ils se suivent tout le long en s'en allant par la rue Notre-Dame. Et selon leur pratique habituelle, il y en a un qui monte par Saint-Jean-Baptiste et l'autre par le bord du Tricentenaire pour se rejoindre finalement au centre de détention de Rivière-des-Prairies. Si Stéphane Gagné et Paul Fontaine avaient attendu quelques minutes de plus avant d'abandonner l'opération, ils auraient vu le 2e fourgon se présenter exactement là où ils l'avaient prévu. Encore une fois, 2 gardiens de prison venaient de justesse d'échapper à la mort. Mais le piège allait bientôt se refermer sur Pierre Rondeau, un gardien de prison sans histoire. Sans le savoir, cet homme de 49 ans n'avait plus que quelques heures à vivre. Plusieurs gardiens de prison ont échappé à la mort lorsque les plans élaborés par Paul Fontaine et Stéphane Gagné pour les tuer ont dû être abandonnés à la dernière minute. Le lundi 8 septembre, le gardien de prison Pierre Rondeau quitte son domicile de Terrebonne avant l'aube. 30 minutes plus tard, il se retrouve dans le garage du palais de justice de Montréal. Pierre avait pas loin de 20 ans de service. Il travaillait au palais de justice de Montréal depuis à peine quelques années. Ces années antérieures, ils avaient tous fait appartenaient. Autant au niveau de la sécurité qu'au niveau des services administratifs, bureau général, les dossiers des détenus, cantine. C'était une personne qui était aimée de tout le monde. Parce que il y avait affaire à tout le monde dans l'établissement. Pierre Rondeau fait équipe avec Robert Corriveau. Leur tâche consiste à transporter les détenus entre le centre de détention de Rivière-des-Prairies et le palais de justice de Montréal. De façon générale, à moins qu'un des deux s'absente, Pierre et Robert travaillaient régulièrement ensemble.
C'était un peu des partenaires, comme on voit dans certaines émissions télévisées, là. 2 fourgons cellulaires sont nécessaires pour amener les détenus. Comme tous les matins, on tire au sort pour savoir quelle équipe ira chercher les cafés ou les journaux. Pierre et Robert, là, dans le trajet qu'ils faisaient, ce matin-là, ils s'étaient entendus avec Claude et Michel. C'était eux qui arrêtaient là, chercher le journal en chemin pour se rendre jusqu'à Rivière-des-Prairies. Donc, c'est ce qui a fait qu'ils ont pris par le boulevard du Tricentenaire ce matin-là. Durant ce temps, Paul Fontaine et Stéphane Gagné finissent de tendre leur embuscade à Pointe-aux-Trembles. Vers 6h25, Pierre Rondeau et Robert Corriveau s'engagent sur le boulevard Tricentenaire pour rejoindre la prison de Rivière-des-Prairies plus au nord. Ben, comme elle était vide, c'en est venu dans l'autobus, mais il n'y avait aucune tension. Pierre me contait sa fin de semaine qui venait de passer. Il avait été aux noces, il avait eu du plaisir. Les 2 motards assis dans la Dodge Caravane révisent leur plan. Dès qu'ils verront le fourgon s'approcher, Fontaine ira se poster dans l'abribus. De là, il bondira sur le fourgon pour abattre le chauffeur. Gagné, lui, restera au volant de la fourgonnette pour assurer leur fuite. Quelques minutes plus tard, ils aperçoivent enfin le fourgon rouler dans leur direction. Paul Fontaine s'apprête à prendre position quand Stéphane Gagné constate soudainement qu'il y a un problème. Puis là, je dis à Fontaine, hey, il y a 2 gardes là-dedans. Il y en a 2 gardes, puis il y en a un qui est armé, un des 2 gardes. Paul Fontaine réagit rapidement. Puis là, il me dit, ben là, tu vas débarquer avec moi, puis mec, qu'il fasse son stop, on va ouvrir le feu, toi et 2 dessus. Lui, il va prendre le chauffeur, puis moi, je vais prendre l'helper. Lorsque le fourgon de Pierre Rondeau fait son arrêt obligatoire, les 2 hommes passent à l'action. Paul Fontaine, il a pris devant, en avant de moi. Il a sorti son morceau. Moi, j'ai sorti le mien. Lui, il a ouvert le feu. J'étais rendu bien sur le hood pour pouvoir grimper sur le hood. Puis l'arme s'est enrayée parce que moi, c'est un semi-automatique. C'est un gun que tu crains qui est en avant, en arrière. À un moment donné, j'ai regardé devant moi et j'ai vu le bout d'une arme à feu. J'ai eu peur. Je me suis penché, je me suis tourné. Pierre était le conducteur, donc Pierre était armé. Et Robert, lui, ne l'était pas. Ben, c'est ça, c'est qu'il faut penser que quand ils partent du palais de justice de Montréal le matin, pour s'en aller à Rivière-des-Prairies, sur l'expression, on dit ils sont à l'âge. Il n'y a pas aucun détenu dedans, donc il n'y a pas aucune... t'as pas le réflexe d'avoir à te protéger contre une attaque ou contre une évasion potentielle. Paul Fontaine, grimpé sur le capot, décharge son arme sur Pierre Rondeau avant même qu'il n'ait eu le temps de réagir. J'essaie de me placer dans une situation d'impuissance dans laquelle a été placé Robert. Lui, il n'avait pas d'arme. Il ne pouvait pas répliquer. À chaque impact, il gémissait. Moi, j'ai fait le mort. J'attendais mon tour. Moi, le temps que je désenraye l'arme, j'entendais des coups de feu. Quand j'ai fini de désenrayer l'arme, Paul Fontaine il était en train de débarquer du hood. Fait que moi, j'ai continué à tirer en m'en allant vers le truck, parce que c'est moi qui chauffais le truck. Les 2 motards sautent dans la Dodge Caravane pour se diriger vers leur véhicule de fuite, stationné à côté d'une piste cyclable. À un moment donné, ça a été lourd et pénible. J'ai mis ma main dans le dos. Je me suis occupé de Pierre, je sentais son sang qui coulait entre mes doigts. Il était en train de se vider. J'ai appelé la centrale, j'ai dit d'envoyer l'ambulance puis la police. Les premiers policiers arrivés sur les lieux de l'attentat commencent immédiatement à dégager Pierre Rondeau, qui, bien qu'inconscient, respire toujours. De leur côté, Fontaine et Gagné font face à un nouveau problème et doivent rapidement changer leur plan. Là, il y avait une piste cyclable, puis il y avait tous des grands sapins.
On voulait rentrer avec la Dodge Caravan, puis mettre le feu là pour pas que personne nous voie, puis marcher, puis embarquer dans le 323, puis s'en aller. Mais quand on est arrivé ces lieux, il y avait un petit camelot qui avait un sac jaune puis qui passait le journal. Fait que j'ai reculé de la piste cyclable, j'ai fait le tour, je me suis collé. Paul Fontaine a embarqué dans le 323, puis il m'a dit mec, j'arrive, c'est un stop, puis je te flash les lumières 2 fois, tu vas tourner à droite. Toi, colle le truck là, puis mets le feu dans le truck. Tandis que les ambulanciers s'affairent autour de lui, Pierre Rondeau fait soudainement un arrêt cardio-respiratoire. On commence immédiatement les manœuvres de réanimation pendant que l'ambulance fonce vers l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Pendant ce temps, les 2 motards ont enfin trouvé un endroit propice pour incendier la fourgonnette. Stéphane Gagné asperge la Dodge Caravan d'essence. Quand j'ai allumé l'allumette, le feu il a sauté. Fait que j'ai brûlé un peu de la face. Quand j'ai avancé, là, il y avait une fille qui était dans une cabine d'autobus. Fait que j'avais le kangourou. Ça fait que j'ai marché comme ça pour pas qu'elle me voie. Là, j'ai embarqué dans le 323. On s'est rendu à Montréal. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on installe de toute urgence un drain thoracique à Pierre Rondeau, qui lutte pour sa survie. Moi, j'ai reparti avec le Mazda 323. Je me suis rendu dans le garage de la rue d'Oche. J'ai tout pris les habits qu'on avait sur notre dos. J'ai mis ça dans un sac. J'ai pogné un 5 gallons de gaz. J'ai mis ça dans le Mazda B2000. Dans l'heure qui suit, Stéphane Gagné se dépêche de faire disparaître tout ce qui pourrait les relier à l'attentat. Puis je me suis rendu dans le bout du Mont-Saint-Bruno, là, puis j'ai tout fait flamber ça là, pour faire disparaître les preuves. Là. Pour Paul Fontaine, c'était enfin mission accomplie. L'ordre donné par Maurice Momboucher avait finalement été exécuté. Ces meurtres horribles de gardiens de prison, qui devaient empêcher les motards de devenir délateurs, se révéleront finalement totalement inutiles. Stéphane Gagné lui-même retournera sa veste et fera condamner Maurice Momboucher à perpétuité. Sur les ordres du chef des Hells Angels, Maurice Momboucher, le gardien de prison Pierre Rondeau a été brutalement assassiné au volant de son fourgon cellulaire, tout comme sa collègue Diane Lavigne quelques mois plus tôt, tandis que les meurtriers courent toujours. La mort de Pierre Rondeau crée une onde de choc immense chez tous ses collègues. On s'attend à ce que ça se produise lorsque le fourgon est plein, qu'on a des gens à l'intérieur, des tentatives d'évasion ou avec aide extérieure. Mais là, les fourgons sont vides. À toute fin pratique, il y a eu un débrayage qui s'est effectué à Rivière-des-Prairies. Ça n'a pas duré longtemps. Les gens ont repris le travail peut-être une quinzaine de minutes après. Mais en l'espace d'une demi-heure, il y avait un autre arrêt de travail qui était déclenché. Cette fois-là, ça a été jusqu'au lendemain. Le soir même de la mort de Pierre Rondeau, les dirigeants du syndicat représentant les gardiens de prison rencontrent d'urgence le ministre de la Sécurité publique, Pierre Bélanger. À l'époque de 96-97, le ministère de la Sécurité publique avait en tête de désarmer les agents de service correctionnel. La raison qui motivait le ministère, c'est écoute, il se passe à peu près jamais rien, puis de toute façon, on est en train de changer votre rôle pour faire de vous autres quasiment des travailleurs sociaux. Lors de cette rencontre, le ministre Bélanger accepte de réarmer les gardiens de prison et de leur offrir une meilleure protection. Ce qu'on avait obtenu du ministre, c'est que tous nos fourgons cellulaires seraient escortés par les policiers de la Sûreté du Québec. Tant et aussi longtemps qu'on ne saurait pas exactement d'où venait la menace et pourquoi la menace était là. De son côté, Stéphane Gagné est inquiet. Même si l'attentat a été un succès, il sait qu'il n'a pas réussi à faire brûler correctement la Dodge Caravan. Les policiers vont justement découvrir dans la fourgonnette en partie incendiée des indices incriminants qui vont enfin les mettre sur une piste.
Et oui, c'est une signature, cette fois-là, beaucoup plus évidente que ça vient des moteurs parce qu'on trouve une Dodge, une petite fourgonnette incendiée avec une arme incendiée. Alors, c'est écrit Hells Angels dessus, là, c'est sûr. Alors, les policiers, au moins, là, ils ont une piste, bien que c'était celle-là qui suivait depuis le début. Alors, ça, c'est leur premier gros indice que ces deux meurtres-là sont liés. Mais il reste à savoir le motif. Et le mobile, on a pensé que c'était qu'on s'attaquait aux gardiens de prison, que les Hells Angels avaient pris en grippe les gardiens de prison. Dans les prisons, l'atmosphère devient extrêmement tendue et les relations entre gardiens et détenus se détériorent considérablement. Ben, ils ont profité du meurtre de Diane Lavigne, ils ont profité du meurtre de Pierre Rondeau pour s'amuser là, avec les sentiments, les émotions des gens, les faire vivre sous la menace, sous la crainte. Le petit détenu là, qui est en début de carrière, se permettait même de faire des menaces. Je sais où tu restes, je sais par quel chemin tu passes, je sais comment ta maison est faite, je sais que t'as une femme, t'as 2 enfants. Voyons. Dans les mois qui suivent, malgré certains progrès, les policiers n'arrivent pas à faire débloquer l'enquête. Ce n'est qu'en décembre, 3 mois après la mort de Pierre Rondeau, que la chance va enfin leur sourire. Lors d'une opération de routine, les policiers arrêtent Steve Bois, un motard qui a aidé Stéphane Gagné à faire disparaître les preuves de l'attentat contre Pierre Rondeau. Stéphane Gagné sait que maintenant que Steve Bois a été arrêté, lui, ça le met un peu en péril parce que Gagné était tout à fait conscient que cette job-là, que ce deuxième meurtre de gardien de prison, était pas parfaite. Mais il en avait parlé à Steve Bois. Steve Bois, se sentant pris, a dit aux policiers, écoutez, j'ai quelque chose de bien meilleur que ça à vous raconter. Et c'est là qu'il dit, moi, je sais c'est qui a tiré le gardien Rondeau. Et c'est comme ça que l'enquête déboule. Dès le lendemain de l'arrestation de Steve Bois, Stéphane Gagné apprend que les policiers sont à sa recherche. Il décide aussitôt de quitter le pays. Mais quelques heures avant son départ, il rend visite à sa belle-mère à Berthierville. Les policiers qu'il avait pris en filature l'arrêtent et le ramènent à Montréal pour interrogatoire. C'est qui qui a tiré? C'est moi qui a tiré. André était où à ce moment-là? En voyant la preuve accumulée contre lui, Stéphane Gagné réalise rapidement que sa situation est sans issue. Il avoue ses crimes et accepte de devenir délateur. Quand l'autobus est arrivé, on a fait traverser la rue. J'ai ouvert le feu, mon gang a enrayé. Fait que là, j'ai enrayé le gang, pas content de monter sur le haut. J'ai abattu la victime. Moi, je suis arrivé sur le côté d'autres de la chose. Et là, j'ai ouvert la porte. J'ai vidé mon chargeur, là. On s'est en allé. Il sait qu'il est cuit. Il le sait parce qu'il a commis des erreurs. Et il sait que ces erreurs-là, ça va lui être fatal. Et alors, son choix, c'est ou bien je me fais tuer par Maurice Boucher ou ses sbires parce que j'ai vraiment foiré dans cette job-là. J'ai fait faire des choses à quelqu'un à qui je devais pas faire confiance. Ou bien je deviens délateur. Alors, il décide de collaborer avec les autorités policières et il déballe son sac et il raconte tout en plusieurs journées. Mais disons, dans la première nuit cruciale, là, il raconte l'essentiel des meurtres des 2 gardiens de prison. Une fois que Stéphane Gagné a décidé de devenir délateur, le ministère public a accepté de l'accuser pour un seul des meurtres auxquels il a participé, le meurtre de Diane Lavigne, et il l'a accusé de tentative de meurtre sur Robert Corriveau, qui accompagnait Pierre Rondeau lors du meurtre. Comble de cynisme, quand il est devenu délateur, Stéphane Gagné a demandé s'il pouvait toucher la prime, ou en tout cas la moitié de la prime. C'est épouvantable, c'est quelque chose qui a révolté les gens. Les policiers se mettent aussitôt à la recherche d'André Tousignan, le complice de Gagné dans le meurtre de Diane Lavigne, ainsi que de Paul Fontaine, le tueur de Pierre Rondeau. Mais malgré tous leurs efforts, les 2 hommes demeurent introuvables. Paul Fontaine, il avait le grand avantage d'être le fils d'un Hells Angels extrêmement apprécié. Et, c'est ce qui lui a probablement valu de rester en vie. Alors, il s'est poussé en décembre 97, dès que Stéphane Gagné a été arrêté.
Le 18 décembre, moins de 2 semaines après que Stéphane Gagné soit devenu délateur, Maurice Boucher est arrêté et formellement accusé du meurtre prémédité des 2 gardiens de prison. Puis, en février 1998, le corps calciné d'André Tousignan est retrouvé dans un boisé près de Bromont. Il a été assassiné d'une balle dans la tête. Les policiers se demandent alors si le même sort n'a pas été réservé à Paul Fontaine, puisqu'il demeure toujours introuvable. Lors du procès de Maurice Boucher qui se déroule à l'automne, Stéphane Gagné agit comme témoin principal. Mais à la stupeur générale, Maurice Boucher est acquitté. Le jury, après avoir été intimidé par des Hells Angels, a jugé non crédible le témoignage du délateur. Mais le chef des Hells Angels s'est réjoui trop vite. En 2000, la Cour d'appel du Québec, considérant que les directives du juge au juré étaient erronées, casse le jugement d'acquittement et ordonne qu'il subisse un nouveau procès. Cette fois-ci, le témoignage de Stéphane Gagné sera sans faille. En mai 2002, Maurice Boucher est reconnu coupable des meurtres prémédités des 2 gardiens de prison. Il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Le verdict de culpabilité a sorti. J'étais avec un de mes confrères de la région de Sorel. On était en direction de Montréal et lorsqu'on a entendu la nouvelle au radio, on a arrêté nos 2 véhicules et on s'est sauté dans les bras. Au moins, on savait que cette fois-là, il s'en sortirait pas. Le plan cruel et diabolique que Maurice Boucher avait mis au point pour empêcher ses hommes de collaborer avec la police s'est donc retourné contre lui. Stéphane Gagné, même s'il est reconnu coupable du meurtre de Diane Lavigne, est finalement devenu le délateur que le chef des Hells Angels redoutait. Ce n'est que 2 ans plus tard, au printemps 2004, que Paul Fontaine, le meurtrier de Pierre Rondeau, est soudainement retrouvé dans le quartier Vanier, à Québec. Il a passé 7 ans sous une fausse identité. Il s'est refait une vie complètement. Il a changé de nom, il a changé d'allure, il a changé de femme, il a changé de ville, il a changé de job. Alors, il a vraiment changé de vie. Paul Fontaine est formellement accusé du meurtre prémédité de Pierre Rondeau et de tentative de meurtre sur Robert Corriveau. À l'automne 2008, 11 ans jour pour jour après l'assassinat de Pierre Rondeau, Paul Fontaine subit son procès. Son complice Stéphane Gagné est le principal témoin à charge. Quelques mois plus tard, en février 2009, Paul Fontaine est déclaré coupable du meurtre prémédité du gardien de prison Pierre Rondeau et de tentative de meurtre sur l'agent Robert Corriveau. Il est condamné à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Est-ce que la situation a pu être évitée? Probablement. Peut-être en resserrant un peu plus nos conditions dans lesquelles on travaille. Après les événements, j'avais demandé à tout le monde qui faisait du transport s'il y avait plus qu'un véhicule qui se déplaçait, à tout le moins de se déplacer en convoi. Non plus faire un peu comme si c'était passé ce matin-là, se séparer et prendre 2 chemins différents pour aller à la même place. Suivez-vous. Au moins, vous allez vous protéger entre vous autres. Mais plus que ça, on peut-tu vraiment se protéger comme ce qui se passe dans la tête de mégalomane? Je pense pas. C'est comme une psychiatrie. C'est pas quand les fils vont se toucher. Maurice Boucher ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant 2022. Stéphane Gagné, lui aussi condamné à perpétuité, pourra demander une révision de sa peine en 2013. Robert Corriveau n'a jamais réintégré son poste après l'attentat. Il est aujourd'hui à la retraite. Quant aux gardiens de prison au Québec, ils portent maintenant des armes à feu 9 mm et des vestes pare-balles dès qu'ils sont à l'extérieur de la prison. Leur formation a également été revue pour leur permettre de se défendre en toutes circonstances.
Les condamnations à vie de Paul Fontaine et de Stéphane Gagné, ainsi que celle de Maurice Boucher pour avoir commandé ces meurtres, ont mis un point final à cette campagne de peur orchestrée par les Hells Angels, qui aura fauché la vie de 2 innocentes victimes, Diane Lavigne et Pierre Rondeau.